ensemble pour une demi-heure d'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Cette grande édition matinale, encore une fois, bonjour. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a tenu son grand oral devant les deux chambres du Parlement et en congrès. Hier mercredi, le président a brossé un tableau sur toutes les questions liées à la vie des Congolais, les réalisations présentes et futures. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi fait savoir qu'il est temps d'engager une réflexion sur une réforme constitutionnelle. Pour le premier grand oral de son second quinquennat, les attentes étaient grandes et nombreuses. Et l'affluence au Palais du Peuple ce mercredi 11 décembre 2024 l'atteste bien. Une mobilisation pour un rendez-vous annuel et constitutionnel devant députés et sénateurs réunis en congrès. Ce grand événement, à l'instar de celui de l'investiture en janvier dernier, a également mobilisé hommes et femmes de médias pour une visibilité grandeur nature à l'image de cette belle vue aérienne proposée lors du direct par la radio-télévision nationale congolaise. À l'arrivée de l'escorte présidentielle dans l'hémicycle, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires avant son accueil par les bureaux des deux chambres du Parlement. Très ovationné lors de son entrée dans la salle de congrès, le chef de l'État vient faire une sorte de bilan de ses actions en 2024. En 1h40, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue les progrès réalisés et ceux restant en suspens. Abordant l'économie, le chef de l'État a soutenu que ces secteurs en pleine transformation présentent des signes de solidité. Le pays prévoit une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue à l'Afrique subsaharienne. La vie chère s'est invitée dans ses discours. Le président Tshisekedi tient à rassurer la population qu'il a instruit le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Aux Quinois et Quinois particulièrement, il affirme partager la préoccupation des embouteillages quotidiens et a instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer des améliorations dans les jours à venir. Le garant du bon fonctionnement des institutions s'est félicité de nombreux progrès réalisés notamment dans les secteurs agricoles, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et autres. Malgré ces progrès, a-t-il fait remarquer, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Le commandant suprême des forces armées est convaincu que l'opérationnalisation du plan de programmation militaire rendra nos forces armées plus efficaces sur terrain. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. S'agissant de l'état des sièges, le président fait savoir que des décisions importantes seront prises au regard des recommandations issues des dernières missions interministérielles effectuées par les membres du gouvernement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La diplomatie joue un rôle crucial face aux défis sécuritaires. Le chef de l'État fait remarquer que la RDC s'est affirmée sur la scène internationale en tant qu'acteur incontournable, résolu à défendre ses intérêts. Dans la suite de son discours et avant de le clore, les sujets qui tenaient en haleine l'opinion et l'assistance dans la salle a été évoqué. Le président de la République soutient qu'il est temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle en raison du temps nécessaire pour l'installation des institutions. Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage retardé, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement
a lancé une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Très applaudi sur la question, le chef de l'État a bel et bien effectué l'exercice. Un exercice qui, à en croire la présente constitution, ne donne lieu à aucun débat. Satisfait du discours du chef de l'État sur l'état de la nation, quelques invités ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Le chef de l'État a balayé toute la situation de notre pays dans des différents secteurs sans lire sur un bout de papier. Donc nous avons senti que nous avons en face de nous un chef de l'État qui, pendant sa première mandature, a compris la difficulté, où il est conscient de l'état actuel où se trouve notre pays. Alors, le point essentiel dans son discours, c'est d'abord la détermination qu'il a pour sécuriser notre pays. Parce que sans la sécurité, sans le sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, rien n'est fait. Non, en tout cas, le discours était parfait parce qu'il a peigné vraiment à peine fin toute la situation du pays. Donc c'était vraiment un bon discours qui a touché toutes les couches sociales de ce pays. Nous devons tous les Congolais se mettre d'accord pour que ce changement de la Constitution se fasse. C'est un discours axé sur de réalisation et de faits concrets de ce qui a été fait et de ce qui est en train d'être fait en réalité. Des mesures ont été prises et le chef l'a dit, ce n'est pas de l'ordre des promesses. En ce qui concerne le gangstérisme urbain, il y a eu cette opération Ndobo qui a été lancée. Le ministre de la Justice a mis en place aussi un mécanisme de réaction rapide avec ses audiences foraines. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu aux différentes questions d'actualité politique, sociale et sécuritaire qui préoccupent les Congolais. Ce qui a retenu notre attention est le volet social, notamment la construction des infrastructures routières dans la ville-province Kinshasa pour pouvoir lutter contre les embouteillages et autres trafics. C'est ici l'occasion de saluer la ferme volonté du chef de l'État qui tient à l'amélioration du trafic routier d'une part et un motif de satisfaction pour nous à travers ces discours. Pour moi, c'est un bon discours qui a donné la situation générale du pays, la gestion quotidienne et pourquoi pas parler encore une fois de la sécurité, de l'insécurité qui surgit à l'est du pays. Mais de façon générale, j'ai aimé parce que en tant qu'agronome et environnementaliste, il a vraiment mis un peu d'accent sur le développement agricole, quelque chose qu'on n'a pas toujours mis en pratique, mais cette fois-ci, je crois qu'avec ce que le président vient de dire, je crois que ça peut donner un plus. Parce que si on ne produit pas, on ne fera rien. Le chef de l'État nous a fait revivre les projets ambitieux entamés, réalisés et en cours d'exécution et les perspectives d'avenir. Il a presque ramassé tout le point, tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Il a tout ramassé, surtout les routes qui embêtent la population congolaise. Nous avons même entamé une motion de défiance contre le ministre parce qu'on était préoccupé par la dégradation avancée des routes. Moi, je pense que nos préoccupations ont trouvé la réponse dans le discours du chef de l'État. Je suis venu particulièrement en quittant le sud du Kivu, la province dont j'ai l'honneur. J'aimerais vous dire que mon objectif était aussi d'attendre le chef de l'État se prononcer sur les changements ou la révision de la Constitution. Et je suis émerveillé, je rentre dans ma province pour lancer cette campagne. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État pour cette prestation. Et aujourd'hui, je pense qu'il vient boucler aux ennemis de la République qui veulent effectivement mettre des mécanismes d'obstruction pour la révision de la Constitution. Ça sera le premier pas avec la révision de la Constitution que le peuple congolais va marquer leur nouvelle pour écrire l'histoire de la RDC.
La population d'Issiro, qui se rappelle fraîchement de la récente visite du couple présidentiel sur le sol d'Anouarité, a suivi avec espoir le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Pendant tout l'oral sur l'état de la nation fait ce mercredi 11 décembre 2024 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les rues de la ville d'Issiro étaient quasiment désertes. Des îlots de personnes se sont agglutinés devant des postes téléviseurs accrochés sur les signaux de la RTNC. Et les réactions de satisfaction ne se sont pas fait attendre, en commençant par le gouverneur Jean-Baptiste Mito-Gambo qui, en direct de la salle du Congrès, appelle sa population au soutien au père de la nation sur son initiative des réformes constitutionnelles. Absolument que nous puissions réfléchir de manière objective et sincère pour nous permettre d'avancer. C'est l'intérêt supérieur du pays qui est en jeu. Nous allons accompagner et nous allons travailler pour que soit amélioré tout ce qui n'est pas bon, soit changé tout ce qui bloque le pays. Sur place à Issiro, honorable Bismik Boélé, député provincial, salue la volonté du chef de l'État de développer le pays à partir de la base par la stabilisation de l'autorité coutumière. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'effort qui a été fait au niveau du gouvernement central pour les Haut-Uélé, le Haut-Uélé se positionne aujourd'hui comme une province pilote pour la régularisation des cas de nos chefs coutumiers. Le ministre provincial Jacques Azatepedanga n'est pas au reste. Les aspects économico-agricoles du discours du chef de l'État l'ont plus marqué. C'était un bon discours magistral. Le chef de l'État a été cohérent dans son discours. Il a parlé de plusieurs aspects, notamment l'engagement sincère du gouvernement central, surtout dans le cadre de l'amélioration des cadres macroéconomiques de notre pays. À suivre à la fin de ce journal l'intégralité du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Contrôle parlementaire au Sénat. La plénière de mardi dernier s'est penchée sur l'audition des réponses du vice-premier ministre, ministre du Plan et son collègue de la recherche scientifique et innovation technologique en rapport avec les questions orales, avec débat qui leur avaient été adressés. Après les réponses de deux membres du gouvernement sur les questions leur adressées par les sénateurs Célestin Vunabandi et Michel Linguepo, le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde a invité la commission des suivis et évaluations à veiller sur l'application des recommandations formulées par les initiateurs. Intervenant en premier, le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda a éclairé la lanterne des sénateurs sur principalement les fonctionnements de l'Institut géographique du Congo qui nécessite des actions concrètes visant la redynamisation des différents centres de recherche. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre du Plan Guilé Nimbo, s'est étendu principalement sur la problématique du recensement scientifique de la population afin de doter le pays des données statistiques fiables sur la démographie. Le VPM du plan a terminé son intervention en demandant au Parlement autorité budgétaire d'allouer les financements à la réalisation du plan national stratégique de développement. Réagissant après les réponses de deux membres du gouvernement, l'honorable Michel Linguepo a recommandé à la commission ECOFIN de répondre favorablement à la demande du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, tel que repris dans ses propos. De son côté, l'honorable Vunabandi est revenu sur l'essentiel de sa démarche. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a relevé la pertinence de la recommandation concernant l'appui budgétaire et l'accompagnement législatif à apporter à ces deux secteurs vitaux. Il a promis le soutien du Sénat pour des projections à court, moyen et long terme et l'innovation combien importante pour le développement intégral du pays. Lutte contre la vie chère en République démocratique du Congo, cheval de bataille du gouvernement. Judith Souminois, la première ministre, a reçu hier une délégation de l'association congolaise des banques. Ce caucus des banques commerciales a échangé avec la première ministre sur la deuxième phase du financement des banques à gagner dans le secteur pétrolier. Depuis octobre dernier, la réduction de prix de produits pétroliers en RDC est maintenue. Une mesure de lutte contre la vie chère accordée par le gouvernement aux ménages. Près de 3 mois
Après, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été rassurée auprès de banques qui accompagnent cette mesure que tout fonctionne correctement. C'est une très belle opportunité pour nous, en tant que banque commerciale, de démontrer notre capacité à accompagner le gouvernement et à travailler ensemble. En tant que nous sommes compétitrices, mais nous sommes aussi dans un système de collaboration. Nous pouvons nous mettre ensemble, mettre nos forces ensemble, nos ressources ensemble et pouvoir accompagner le gouvernement dans certains projets. Equity BCDC, Standard Bank RDC, Festo Bank RDC et EcoBank. 4 banques membres de l'association congolaise de banques qui assurent le paiement de manque à gagner aux pétroliers ont aussi évoqué de préoccupations liées au projet de loi de finances 2025. Et nous avons également saisi cette opportunité que la Première ministre nous a accordée de présenter quelques doléances que le secteur bancaire rencontre en ce moment, notamment par rapport à la loi des finances 2025, qui apporte quelques changements qui pèsent sur la fiscalité des banques commerciales en RDC. Nous avons parlé également de certains autres problèmes qui sont propres au secteur bancaire. Et la Première ministre nous a accordé toute son attention et nous a promis de pouvoir nous aider à trouver des solutions idoines aux problèmes qui touchent le secteur bancaire. Le gouvernement tient à l'amélioration du pouvoir d'achat du peuple et à garantir l'accès aux services sociaux de base tels que prévus dans son programme d'action. Les populations dans les zones rurales vivent pour la plupart dans l'obscurité comme dans certaines zones minières. Nous apprenons que les études se font pour faire bénéficier ces entités territoriales décentralisées de l'électricité. Avec le plus grand potentiel d'énergie renouvelable et détenant un taux d'électrification faible du continent, en particulier dans les zones rurales, la RDC dispose aussi d'un potentiel minier non négligeable qui peut lui permettre de promouvoir son développement et le bien-être de sa population. Cet atelier Pont, Mine, Énergie organisé par Ressources Matters avec l'appui de 11 Hour Projects et avec le ministère des Mines, de l'Intérieur, de la coopération internationale, des ressources hydrauliques et de celui du développement rural. Cet atelier réunit toutes les parties prenantes pour explorer comment les redevances minières perçues par les entités territoriales décentralisées et TD peuvent contribuer à électrifier et devenir des catalyseurs pour le développement et le bien-être des populations et des milieux ruraux, comme l'explique Christian Benga, coordonnateur du secteur énergie chez Ressources Matters, et Eric Kassongo, porte-parole du réseau Mwangaza. Quels sont les défis auxquels ces ZTD sont confrontés dans le cadre de leur électrification et aussi voir dans quelle mesure on peut comprendre la manière dont ils gèrent les redevances qui leur sont versées. Comme vous le savez, le taux d'accès à l'électricité au niveau de nos communautés, c'est toujours inférieur à 1%. Et les ressources matérielles comme une ONG qui travaille pour que les ressources naturelles du pays puissent bénéficier aux communautés, nous avons commencé depuis un certain temps de réflexion sur comment est-ce que les communautés peuvent vraiment utiliser les redevances pour leur électrification. Il s'est de rappeler que la dernière réforme du code minier accorde directement 15% de la quotité de la redevance minière à ces entités territoriales décentralisées. Les ministères, institutions publiques et privées, les entreprises minières et producteurs d'énergie, les partenaires techniques et financiers, les membres de la société civile vont travailler 3 jours durant pour des solutions qui aboutiront à la construction des infrastructures en vue de la production locale et décentralisée d'électricité en utilisant les données du Congo EPELA et l'argent de la redevance minière. Lutte contre l'insécurité dans tous les coins de la capitale congolaise. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation s'est rendue à Kinshasa pour une visite d'évaluation des opérations menées par son ministère.
La sécurité de personnes et de leurs biens s'impose sur toute l'étendue du territoire national, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de l'engagement du gouvernement souminois pour renforcer la sécurité à Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela-Kamba, s'est rendue à nouveau à Kinsenso. Durant son parcours, le numéro 2 de la territoriale a salué les améliorations, mais a relevé de points à améliorer, notamment la disponibilité de services de police et le respect de règles par les agents. La vice-ministre a également souligné les difficultés dues aux installations éloignées de postes de Soussiat. Donc il faut toujours être en uniforme, surtout pendant les heures de service. Moi, votre commandant, je suis comme ça. La présence des Soussiat est indispensable partout. Comment comprendre qu'à 7 heures, un bureau de la police est fermé? Non, ce n'est pas normal et je ne suis pas d'accord avec ça. Et aussi, comment comprendre cet écart entre un Soussiat vers un autre? Eugénie Tshela-Kamba s'est rendu compte des progrès, mais a appelé à plus de rigueur dans le respect des horaires et la tenue réglementaire par le policier. Parlons à présent de la deuxième journée des états généraux des entreprises du portefeuille où plusieurs exposés ont mis à découvert la nécessité de cette remise en question de l'ensemble du secteur. Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, suit les travaux dans les moindres détails. Les états généraux du portefeuille de l'État ouverts par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi lundi dernier est un véritable cadre d'autopsie du secteur. Pour la journée du mardi, plusieurs intervenants, parmi lesquels le professeur Eberhard Kolongele, chargé de présenter les structures et les limitations du cadre juridique et institutionnel des entreprises publiques avant 2008. Les avantages de participer à une communauté juridique comme celle de l'OADA sont incommensurables aujourd'hui. Donc, pour un pays qui veut s'intégrer dans la galaxie des pays qui avancent dans le cadre de l'intégration régionale et sous-régionale, il y a vraiment en termes d'opportunités et d'intérêt, à mon sens en tout cas, pas du tout intérêt à se désengager. Il y a eu également l'intervention du professeur Léonard Kabeya qui a fait une analyse comparée des missions du Conseil supérieur du portefeuille de 1989 à 2013 et celle des structures similaires à l'international. Mission de défense, mission de sécurisation, mission de justice, mission de croissance économique, mission de progrès social. Ces missions, l'État indépendant du Congo, comme le Congo belge, les a accomplies essentiellement par le portefeuille. Le diagnostic est sans complaisance, rencontrant ainsi les attentes du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongboa, qui caresse le rêve du portefeuille de l'État à la hauteur des ambitions que s'impose le pays. Le gouverneur militaire de l'Ituri salue le passage du ministre de l'Industrie dans la province qui est en plein élan de développement. De Bounia à Magui, en passant par Aru et Ariwara, le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, s'est imprégné de bout en bout sur l'état de lié entrepreneurial de la province de l'Ituri, une province sous état de siège où l'élan du développement et du secteur de l'entrepreneuriat marque positivement l'attention. Personne ne va développer notre province si ce n'est nous-mêmes. Alors nous allons arrêter tout ce qui est manipulation politique, tout ce qui est recours aux armes. Et nous allons choisir la voie du développement durable, qui est celle de travailler, d'aller de l'entrepreneuriat, de créer des richesses, pour les partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes. L'État est fortement engagé dans cette voie-là. Nous devons tous nous tenir la main et regarder dans la même direction. Le temps des guerres, le temps des divisions, le temps des coups armés est révolu et n'a fait que faire reculer le pays. C'est le temps maintenant de faire taire tout ça et de regarder le développement durable et d'avancer dans cette voie. Le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni a salué la pertinence de cette mission du ministre de l'Industrie et petites moyennes entreprises en cette période où l'Ituri est en plein stade de stabilisation. La jeunesse iturienne, c'est une
jeunesse entreprenante. Et donc aujourd'hui, nous avons un responsable, son excellence, qui est venu et qui a effectivement vu. Nous attendons maintenant du gouvernement qui ait un retour pour encadrer ces enfants-là, tous ces jeunes-là, pour qu'ils puissent effectivement, n'est-ce pas, monter, comme j'ai parlé d'ailleurs la dernière fois, j'ai parlé du train qui avait démarré. Voilà, le train a démarré effectivement. Donc il faut maintenant venir vers ce train-là et qu'avec le gouvernement, nous ayons les moyens pour faire démarrer ces trains. Il faut le dire, grâce aux efforts consentis par l'administration militaire, l'Ituri est à son dernier virage de stabilisation d'où les Ituriens devraient s'aligner derrière la philosophie de lieutenant général Bouyanka Chomadjouni, l'homme qui a porté ses preuves, a montré noir sur blanc que la paix et le développement n'étaient pas impossibles dans cette province conformément à la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Dans le cadre de la construction d'un port sec à la frontière de la RDC et l'Angola, l'Office de gestion de fret multimodal vient d'acquérir un terrain de plus de 70 hectares pour son fonctionnement. Au lendemain de l'acquisition d'un terrain de près de 70 hectares pouvant abriter les ports secs à Kalambambouji, une délégation de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM en séjour à Kananga a rencontré ce lundi 9 décembre le gouverneur du Kasaï central qui, grâce à ses bons offices, a pu réunir les enfants du feu Kalambambouji pour conclure ce marché. À en croire Mokuluboyi, directeur des services généraux à l'OGFREM et chef de file, en dehors des civilités, son équipe a été féliciter l'autorité provinciale pour son implication dans l'aboutissement de ces processus. Déjà, l'équipe de l'OGFREM va se déployer ce mardi à Kalambambouji avec les services techniques de la province pour le traçage ainsi que le bornage du terrain. Le chef des services généraux de l'OGFREM explique à quoi va servir ce port sec une fois érigé. Un terrain qui fera le trait d'union, un terrain solution, parce que ça va résolver sûrement un problème de chômage. Et ça va booster l'économie de la République, de Kananga en particulier. Nous l'avons déjà acquis, on a déjà tout payé, ça doit faire la fierté de Kananga et toutes les provinces environnantes bien sûr. Nous sommes très contents de l'accompagnement du gouverneur et nous sommes très fiers qu'ils vont continuer l'œuvre qu'ils ont commencée. Ce port qui va servir d'entreposage de marchandises à la frontière du Kasaï central avec Lunda Nord et en Angola va certainement booster l'économie de la province et fournir de l'emploi au centre kassaïen. Il a fallu 4 ans de négociations pour voir ce projet intégrateur réussir à la gouvernance de Joseph Moïse Kamboulounkonko, qui, dans sa détermination, a promis d'apporter son accompagnement à ses hôtes. Il n'y a pas de grève des professeurs à l'université de Kinshasa. C'est le président de l'association des professeurs des universités de Kinshasa qui le confirme au sortir de la réunion tenue par le comité de gestion. La bombe a été désamorcée. Point n'est donc besoin d'aller en grève, d'autant plus qu'un compromis vient d'être trouvé. Les professeurs de l'université de Kinshasa, réunis au sein de la Poukine, ont pris une décision significative lors d'une réunion avec le comité de gestion de cette université. Le président de la Poukine a affirmé qu'ils ne sont pas en grève et qu'ils s'engagent à travailler en collaboration avec le comité de gestion en synergie avec le gouvernement congolais. S'il y a des mouvements de grève à l'université de Kinshasa, il n'y en a pas. Mais pour la simple raison que le gouvernement est en train de faire sa part. C'est notamment la paie complémentaire que tout le monde a reçue. La prochaine convocation de la commission est suivie et pour laquelle tous les membres ont été payés. C'est aussi la mécanisation des nouveaux docteurs qui est en cours. S'agissant de professeurs tels que le véhicule, c'est un dossier aussi très avancé parce que les missions de prospection sont déjà revenues. Et on a vu en place une grève sociaux. Nous avons été profondément surpris. Vers nos membres et notre institution. Nos membres de l'ACS inutile, nous ne sommes pas en grève jusqu'à la convocation de l'Assemblée générale.
L'engagement de toutes les parties à travailler ensemble pour à la formation de l'élite. 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'événement a été célébré à Kinshasa le 10 octobre dernier, une cérémonie présidée par le ministre des Droits humains. Nos droits, notre avenir maintenant, tel était le thème de la célébration. 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, elle est célébrée chaque année pour marquer l'un des engagements mondiaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Le directeur du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, Patrice Vahar, note à cet effet que la RDC est confrontée à une réalité marquée notamment par les menaces de tout genre. Je voudrais aussi réitérer mes félicitations à la RDC pour son élection au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une opportunité pour le pays de faire plus et de faire mieux pour se hisser comme un pays exemple et un pays solution en matière de droits humains. Pour sa part, la ministre des Droits humains, Chantal Chambou-Moavita, a rendu hommage aux militants et militantes aux droits humains pour le travail inlassable et leur détermination pour un monde plus juste et équitable. L'action du ministère ne peut être efficace sans l'appui, l'expertise et la participation de la société civile. Et en collaboration avec ces acteurs, agissent ainsi ces stratégies pour les rendre plus efficaces, inclusives et plus proches des aspirations du peuple congolais. Parmi les femmes primées à cette occasion par l'ONU, on note Madame Julienne Losengue, défenseuse des droits de l'homme. Elle a donné des sages conseils aux autres lauréates en vue de poursuivre les combats pour la paix et la justice. Une projection d'un film qui retrace les parcours de défenseurs des droits de l'homme et leur vie a également marqué cette cérémonie qui s'est clôturée par la remise de prix première du genre aux défenseuses des droits de l'homme de la RDC. Ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et André Njeka prend fin. Jerry Mawassa et Ruben Kumbu ont assuré la partie technique. Merci de l'avoir suivi. Prochain